Bonjour, c'est l'heure du face-à-face avec David Revaud-Dallon du Monde, mais ce sera un face-à-face avec moi, puisque votre interlocuteur qui devait être là, eh bien, a eu des petits soucis, donc ne sera pas là. Écoutez, c'est pas grave, nous allons discuter de politique, de ce qui fait vivre la vie politique, et on va aller à l'étranger cette fois, alors vous savez, il y a eu Wikileaks, il y a eu SwissLeaks, il y a eu LuxWeeks, et voici Panama Papers, qui balance sur des chefs d'entreprise à l'étranger, en France, des grandes sociétés, des politiques, des partis. D'ailleurs, en Islande, le Premier ministre a été contraint à la démission. Et puis en France, le nom du Front National apparaît. Les comptes offshore des proches de Marine Le Pen, c'est le titre du Monde hier. Pensez-vous que cela va pouvoir atteindre le parti de Marine Le Pen aux élections? Est-ce que ça peut toucher, ça peut faire échec et mat? Alors c'est la question qu'on se pose régulièrement parce que ce n'est pas la première fois que le Front National est touché par ce type d'affaires. Bon là, c'est vrai que c'est une déferlante qui d'ailleurs, on peut le dire, dépasse largement le seul cadre de la vie politique française et du Front National. Vous l'avez dit. C'est un scandale planétaire. Le Monde le révèle en France, mais en s'appuyant sur le travail plusieurs dizaines de médias étrangers. Donc c'est un travail titanesque, plusieurs mois d'enquête. Comment ça se passe d'ailleurs, justement? C'est intéressant. Comment les journaux, vous, Le Monde et d'autres journaux, travaillent ensemble? Ça fait des mois que les journaux travaillent ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a eu aucune fuite. Les journalistes étaient tout à fait cloisonnés, chez nous par exemple, et travaillaient dans le plus grand secret sur cette enquête. Et vous avez remarqué que ça a parfaitement fonctionner. Alors, on ne va pas ici, évidemment, parler des personnalités étrangères ou des grandes sociétés, même s'il y aurait évidemment beaucoup à dire. Il y a Poutine, il y en a d'autres. Oui, absolument. Voilà. Et d'ailleurs, même des sociétés françaises. Le patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa, a été convoqué mardi soir à Bercy par Michel Sapin, le ministre des Finances, pour avoir des explications sur les pratiques effectivement offshore de sa société. Mais pour en revenir à votre question, au Front National, on se pose la question à chaque fois qu'il y a ce type d'affaires ou de rumeurs ou de doutes sur, je dirais, la probité de tel ou tel membre du Front National. Et on constate que, pour l'instant, dans les dernières années, dans les derniers mois, ça n'a absolument pas entravé sa progression électorale. Et c'est extrêmement curieux parce que un parti comme le Front National qui avait... C'est pas son fonds de commerce, en fait. C'est-à-dire que pour la dénonciation de la corruption, des élites, de la démocratie, de la République, c'est historiquement un des thèmes favoris, si ce n'est le thème favori de l'extrême droite, et ça depuis plus d'un siècle. Et vous vous souvenez que l'un des slogans du Front National, c'était « Tête haute, main propre ». Or, paradoxalement, dès lors que des dirigeants du Front National ou des proches des dirigeants du Front National, ici sont cités les noms de Jean-Marie Le Pen, par l'intermédiaire de son majordome, son célèbre majordome Gérald Gérin, ou alors de Frédéric Chatillon, qui est un proche de Marine Le Pen, le patron de la société Riwal, qui déjà a des déboires avec la justice, eh bien, ceux-ci semblent avoir effectivement eu recours au service de cette institution panaméenne et à des sociétés offshore, même si Jean-Marie Le Pen, pour l'instant, menace de diffamation tous ceux qui soutiendraient ces affirmations. Mais pour l'instant, ce type d'affaires, alors on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais n'a pas véritablement causé de tort politique et électoral au Front National, et c'est curieux. Oui. On va passer peut-être à un autre sujet, c'est bien sûr la loi El Khomri, la loi travail, donc qui passe en commission aujourd'hui. Mais quand même peut-être une question préalable sur, dans le fond, les Français, les jeunes et le pouvoir. Les jeunes et François Hollande, c'était quand même le maître étalon de sa campagne, Absolument. puis ça devait être de son quinquennat. Or, on voit que les jeunes ne comprennent pas cette loi. Est-ce qu'il y a un malaise grandissant? Comment regardez-vous, dans le fond, ce fossé entre la jeunesse et un président qui voulait en faire la pointe de son quinquennat? C'est vrai que ce qui se passe actuellement à Paris, sur la place de la République ou dans d'autres villes de province,
cette espèce de reproduction du phénomène des indignados qu'on avait connu en Espagne, avec des jeunes qui campent depuis plusieurs jours, qui occupent des places. C'est vrai que... Vous croyez qu'on peut comparer ? Je pense qu'il y a quand même des... en tout cas, la référence, elle est claire. Elle est clairement à aller chercher du côté des indignés espagnols. Elle manifeste évidemment ce grand malaise de la jeunesse face à cette absence totale de perspective, qu'il s'agisse des études et bien sûr de l'emploi, puisqu'on a vu que le chômage des jeunes avait continué à progresser pendant ce quinquennat. Alors oui, quel est le problème pour François Hollande sur le plan politique ? C'est que celui qui avait fait de la jeunesse sa priorité absolue, qui en avait martelé toute sa campagne, il s'avère qu'à la fin du quinquennat, ou du moins 1 an avant la fin de ce mandat, il s'avère que la fracture est ouverte avec la jeunesse. Il y a non seulement la contestation de la loi El Khomri, il y a les affrontements assez violents, vous avez vu, avec la politique. Et donc c'est une fracture ouverte qui est révélée en toute fin de quinquennat. Et François Hollande en est évidemment très fort mari. Non, ce qui est étonnant, c'est que ces mouvements, ces organisations, je parle de l'UNEF, qui souvent a été utilisée par le Parti socialiste, des courants du Parti socialiste pour, dans le fond, attaquer la droite qui faisait des réformes. Aujourd'hui, le Parti socialiste, enfin le gouvernement est combattu par ces mêmes organisations qui se retournent contre leur propre camp, on va dire. Absolument, ça en dit long sur, d'une part, la rupture avec la jeunesse dont on vient de parler, mais la rupture avec la gauche et la gauche socialiste. Ce sont, vous le disiez Roselyne, des organisations satellites du PS qui ont toujours travaillé pour le PS, qui ont toujours été un vivier pour le PS, et nombre de dirigeants socialistes actuels proviennent de ces réseaux, de ces matrices. Vous le disiez, il y a eu le NEF, il y a aussi la Fidèle et quelques autres. Donc effectivement, c'est une double rupture avec les jeunes, avec les étudiants, les lycéens, les collégiens, rupture avec la gauche du PS, avec les réseaux finalement historiques du PS, et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant pour François Hollande, parce qu'en cette fin de mandat, on a l'impression qu'il est un peu comme dans une montgolfière, vous savez, qui est en train de descendre doucement vers le sol, et que pour remonter, il doit balancer absolument tout ce qui lui tombe sur la main. Le problème, c'est qu'il est en train de balancer les fondamentaux de la gauche, et que donc il est en train de mettre dans la rue non seulement les jeunes, mais aussi les organisations de la gauche. Donc ça ne sent évidemment pas très bon pour le président en ce moment. Néanmoins, on a voulu lire certains journaux, François Hollande y croit encore. Bien sûr. Il croit encore, il pense qu'il peut se représenter. Alors effectivement, comme à droite, on ne sait pas trop, il y a 11 prétendants, on va en parler, enfin un 11e qui est Jacques Miard. Donc, sur les primaires à gauche, déjà, on a l'impression que Cambadélis, le patron du PS, dit il y aura des primaires. Mais est-ce qu'il ne nous balade pas un peu ? Parce que dans le fond, François Hollande, il va attendre de savoir qui il y a à droite. C'est-à-dire les primaires de la droite, c'est en novembre-décembre. Et après, il décidera, ce sera trop tard pour organiser 10 000 bureaux de vote. Évidemment, il est presque déjà trop tard, Roselyne. S'il fallait organiser des primaires à gauche, il aurait fallu commencer il y a quelques semaines, quelques mois, ou au pire, commencer ces jours-ci, parce que c'est toute une organisation. Il faut dresser la liste des bureaux de vote, les préparer, les listes électorales, c'est très compliqué. Bref, se mettre d'accord sur des règles de fonctionnement communs entre partis. Et ça, évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Alors, vous avez raison, Jean-Christophe Cambadélis, vous le connaissez, il est assez tactique, assez malin. Et il ne veut pas de cette primaire, bien évidemment, comme le président. Pourtant, il dit le contraire. Mais il dit le contraire. Pourquoi ? Parce qu'il sait pertinemment que ni Mélenchon, ni Duflot, ni les communistes, ni la gauche du PS, Montebourg, Hamon, ne se mettront d'accord. C'est ce que dit d'ailleurs dans votre journal Daniel Cohn-Bendit, qui dit, dans le fond, il y a un climat socioculturel qui fait que c'est plus possible de rassembler toutes ces gauches et que la déchéance de nationalité, en fait, a fait beaucoup de mal. Absolument. La gauche est tellement éclatée façon puzzle, comme dirait l'autre, qu'il est impossible de la réunir dans un phénomène, dans un dispositif de primaire. Donc d'abord, on vient de le dire, parce qu'il y a des objectifs différents, personne ne voudra se ranger derrière celui qui a gagné. Et puis, si on se focalise un petit peu sur le président, regardez un petit peu, c'est une question de casting, je dirais que la primaire n'aura pas lieu faute de combattants. Qui pourrait challenger François Hollande ? Manuel Valls, il est co-responsable autant que François Hollande du bilan. Martine Aubry ne veut pas y aller. Arnaud Montebourg, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Hamon, c'est un peu court. Macron, c'est un peu jeune. Donc, faute de combattants, qui va rester en lice ? Eh bien, il y aura François Hollande. C'est bien évidemment là-dessus qu'il mise. Voilà. La droite, alors je disais, de 11
11, bah oui, ils sont 11 maintenant. Vous aurez remarqué, Roselyne, que c'est une équipe de football et que pourrait presque... Je suis nul en foot. Il y aura l'Euro 2016 bientôt en France, et même les candidats de la droite... On peut être 11... on est 11 dans une équipe de foot, et c'est en attendant... Qui va marquer le but, alors qui va marquer le but, ça c'est la vraie question. En général, le sport c'est collectif, la politique c'est pas vraiment le cas, et vous aurez remarqué que Nicolas Sarkozy n'a toujours pas déclaré sa candidature. On en parle pour la rentrée, pour le mois de septembre, auquel cas ça fera 12, et on peut encore en avoir d'autres. Ce qui est intéressant dans cette primaire, c'est qu'il est un petit peu normal dans une primaire que les uns et les autres, même sachant pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter, veuillent figurer, parce que c'est une façon de marquer des points, de se montrer à la télévision, d'apparaître dans les débats. Et Arnaud Montebourg et Manuel Valls, dans la primaire socialiste de 2011, avaient quelque part construit leur notoriété là-dessus. Ils n'existaient pas vraiment avant, et ils sont devenus connus du grand public à cette époque. Donc il est un peu normal que les uns et les autres fassent des tours de piste. Ce qui est plus inquiétant, c'est que finalement ça tourne un petit peu au Barnum, cette affaire de primaire. On sait que la moitié de ces 11 candidats ne sont pas... Et on sait que Geoffroy Didier, il est envoyé par Nicolas Sarkozy. Alors on se pose la question. C'est quand même un proche d'Hortefeux. Qui est lui-même proche de Nicolas Sarkozy. C'est le lieutenant du lieutenant. Mais je trouve ça plutôt inquiétant parce que lui, plus il multiplie les candidatures, et plus on reprend l'expression éparpillée façon Pulse. Absolument, la droite n'a rien à envier à la gauche de ce point de vue-là. C'est un éparpillement des voix, donc un éparpillement des scores. Vous citiez le cas de Geoffroy Didier, c'est intéressant. Moi, j'analyse ça plutôt comme le fait que il y a quand même des sarkozystes historiques qui considèrent que Sarkozy, ça va être compliqué pour lui. Et que donc, tant qu'à faire, ils peuvent tenter leur chance. C'est toute la chance pour Juppé. Si Sarkozy se maintient, Juppé a toutes les chances d'engranger parce qu'il comptabilise sur l'anti-sarkozysme. Absolument. À partir du moment où Sarkozy n'est plus là... Vous avez raison, c'est le réceptacle de l'anti-sarkozysme, je dirais même de tous les anti-sarkozysmes divers et variés. Et effectivement, à partir du moment où le motif de rassemblement autour de Juppé disparaît, le score de Juppé risque effectivement de fondre un petit peu. Eh bien écoutez, c'était un journaliste qui interviewe un journaliste. Bon, c'est pas banal, vous deviez parler avec un autre débattre, mais bon, c'est... Moins on est de fous. Moins on est de fous, plus on rit. Merci, à bientôt.